Et notre invité politique ce matin, c'est Laurent Jacobelli. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député de Moselle, porte-parole du Rassemblement national. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA, les journaux de l'Est de la France. Dont la Moselle. Bonjour Oriane. Bonjour Laurent Jacobelli. Laurent Jacobelli, deux motions de censure seront donc débattues et mises au vote cet après-midi à l'Assemblée nationale, dont une du Rassemblement national. On va en parler. Est-ce que vous pensez réussir à faire tomber le gouvernement ? Il le faut. C'est une urgence, c'est impératif. Les Français ne veulent pas de cette réforme des retraites. L'Assemblée nationale ne veut pas de cette réforme des retraites. C'est d'ailleurs parce qu'il n'y avait pas de majorité pour voter ce texte que la Première ministre a dégainé le 49.3. Et donc il faut maintenant aller au bout de la logique. Il faut dire non à Madame Borne qui a porté ce projet d'une manière, j'allais dire, radicale, autoritaire, fermée, presque sectaire, et non au projet lui-même, parce qu'on ne peut pas expliquer aux Français qu'ils vont devoir travailler 2 ans de plus pour au final gagner moins lorsqu'ils seront à la retraite. Vous pensez y arriver ? Vous pensez que suffisamment de députés vont voter cette censure ? Il en faut 287. Écoutez, moi ce que j'espère, c'est que les députés seront courageux et non sectaires. On a vu ce que ça donnait le sectarisme de la NUPES, par exemple, lorsqu'ils refusaient de voter une motion référendaire, tout simplement parce que c'était la nôtre. Aujourd'hui, les Français auraient pu avoir à décider par leur vote pour ou contre cette réforme. Ils ne le peuvent pas à cause de la NUPES. Il faut voir aussi si le sectarisme du gouvernement n'a pas déteint sur les Républicains, parce que c'est là l'enjeu. Il y a beaucoup de députés républicains qui ne veulent pas de cette réforme, qui ne veulent plus de ce gouvernement. Iront-ils jusqu'au bout de la logique ? Nous l'espérons, et c'est pour un peu libérer les esprits, créer un peu de sérénité, que Jordan Bardella a été très clair. Si un député, les Républicains, vote pour la motion de censure et qu'il y a dissolution, eh bien, il ne trouvera pas face à lui de candidat du Rassemblement national. C'est pour libérer les esprits ou tenter d'acheter leur voix ? Ah non, nous n'allons pas essayer de les acheter, simplement comme la règle du jeu a été un peu faussée, comme le président de la République a d'abord essayé de les acheter, puis les a menacés avec la dissolution, pour faire en sorte de rééquilibrer la règle du jeu, qu'ils puissent se décider en leur âme et conscience. Nous avons décidé de leur ôter un poids. Donc vous faites un peu pareil. Non. Vous reprochez à Emmanuel Macron de faire quelque chose que vous faites. Nous sommes conscients de la pression qu'il y a sur eux, nous sommes conscients des manœuvres qu'il y a autour d'eux, nous sommes conscients que leur état-major les a lâchés, que M. Ciotti, que M. Marlex sont plus prompts à aller à la soupe que de défendre l'intérêt général. Eh bien, puisqu'ils sont dans cette situation, les quelques députés qui veulent voter la motion de censure, il faut les aider à passer à l'acte. C'est une façon d'anticiper une éventuelle dissolution ? Non, mais on doit la préparer. Toutes les éventualités doivent être étudiées, que la motion de censure passe ou ne passe pas, qu'il y ait dissolution ou pas dissolution. Moi, je suis étonné du détournement des outils institutionnels par le président de la République et son gouvernement. D'abord, le détournement du 49.3 pour faire passer en force cette réforme. Et puis, cette menace de la dissolution. En quoi il y a eu détournement du 49.3 ? Tout simplement, vous aurez remarqué que l'Assemblée nationale n'a jamais voté pour ou contre ce texte. C'est quand même terrible dans une démocratie parlementaire. Parce que le débat n'est pas arrivé au bout. Mais parce que le débat n'est pas arrivé au bout, non seulement par l'irresponsabilité et la violence de la NUPES, mais parce que ça arrangeait bien le gouvernement qui a trouvé là un allié objectif. Et puis là, on nous sort le 49.3. Le 49.3, normalement, c'est quand le Premier ministre n'a pas de majorité dans son propre camp. Là, c'est le cas. Oui, mais ils ne sont pas majoritaires, c'est vrai. Mais là, Madame la Première ministre a dégainé le 49.3 parce qu'elle a fait le décompte et qu'elle a vu que le projet ne passerait pas. C'est donc finalement un moyen de contourner l'Assemblée nationale. Faut que ça cesse. Sur un texte issu du compromis entre députés et sénateurs. Le 49.3. Excusez-moi, il y avait une majorité de LR dans la boucle, de LR officiels, j'allais dire, qui sont aujourd'hui finalement fusionnés, absorbés par la Macronie. Si c'est ça l'opposition, alors moi je suis danseur étoile. Pourquoi vous avez déposé une motion de censure qui n'a a priori aucune chance de passer, alors qu'il y a une motion de censure transpartisane ? D'abord, on n'était pas sûr que la motion de censure du groupe Lyotte de l'Assemblée nationale, qui est cette motion de censure que vous appelez transpartisane, puisse avoir le nombre de députés requis pour être présentée. Donc il fallait une motion de censure. Et puis nous avons compris que les Français avaient vu en Marine Le Pen et en les députés du groupe Rassemblement national les premiers opposants à la réforme de la retraite. C'est ce que disent tous les sondages d'opinion. Pourquoi est-ce que nous sommes les premiers opposants ? Parce que nous faisons une opposition ferme, déterminée, mais raisonnable. Nous jouons le jeu des institutions, contrairement aux excités de la NUPES. Et donc, comme nous étions vus par les Français comme un recours à cette réforme, il était logique que nous présentions nous-mêmes une motion de censure. Est-ce que vous appelez les députés Les Républicains à voter votre motion de censure et pas celle de Lyotte et de la NUPES ? Qu'ils votent
toutes les motions de censure s'ils le peuvent, mais qu'ils en votent au moins une. Et je vais être honnête avec vous. Même si c'est pas la vôtre. Mais oui, mais peu importe laquelle, l'objectif, c'est d'en finir avec cette réforme, c'est de demander à Madame Borne de rentrer chez elle et d'envoyer un signal très fort au président de la République. Ce président de la République qui n'écoute que lui-même, qui ne voit que lui-même, qui ne pense qu'à lui-même. Il est temps qu'il pense aux 67 autres millions de Français. Mais juste sur ces motions de censure, certains députés Les Républicains n'excluent pas de voter la vôtre. Vous avez eu des discussions ces derniers jours avec les députés LR? Alors, pas de tractation, si c'est le sens de votre question, mais vous savez, on parle à l'Assemblée nationale de collègue à collègue. On a parfois des divergences et parfois des communautés de pensée. Et sur cette question-là, il y a beaucoup de députés Les Républicains qui soit sont contre la réforme parce qu'ils sont gaullistes sociaux et qu'elle est contraire au modèle social voulu par le général de Gaulle, soit parce qu'ils sont choqués par la forme et qu'ils tiennent beaucoup à la démocratie parlementaire et qu'ils ont l'impression qu'on leur a volé leur rôle, qu'on a vidé leur rôle de député. Et ils veulent protester contre cela. Donc oui, je crois sincèrement qu'il reste quelques députés LR sincères. Et vous les appelez à vous rejoindre, ces députés LR qui voteraient la motion de censure? Vous savez, nous, on est très clairs. Tous ceux qui se sentent patriotes, tous ceux qui veulent sortir le pays de l'ornière dans laquelle il a été plongé par l'extrême centre de M. Macron, tous ceux qui veulent travailler à ce que la France soit à nouveau debout sont les bienvenus avec nous. Et oui, vous les appelez à vous rejoindre? Notamment au LR, bien sûr. Vous appelez ceux qui votent la motion de censure à vous rejoindre? Oui, bien sûr. S'ils se sentent partager des valeurs communes, ne nous divisons pas. La France mérite mieux que ça. Si la motion de censure est rejetée cet après-midi, si les motions de censure sont rejetées, est-ce que vous admettrez que le Parlement a parlé, que cette réforme est adoptée et que la contestation doit cesser? Non, je n'admettrai pas que le Parlement a parlé, j'admettrai que le gouvernement a imposé sa réforme par des moyens institutionnels. Il n'a pas violé la Constitution, même s'il en a détourné l'esprit. Et vous avez entendu Elisabeth Borne a fait du vote des motions de censure un vote aussi pour ou contre la réforme des retraites. Elle a dit c'est le vote de l'Assemblée nationale sur cette réforme des retraites. Et que tous les députés qui sont contre la réforme votent la motion de censure. Mais vous savez, c'est pas la dernière bretelle de sortie avant l'autoroute. On n'est pas embringué dans cette réforme. Il y aura un recours peut-être au Conseil constitutionnel. Oui. Il y aura d'autres élections. Il y aura peut-être la volonté d'Emmanuel Macron de retirer lui-même son projet. Nous ne céderons à rien. Nous utiliserons tous les moyens en notre possession pour faire en sorte que les Français ne se voient pas matraqués par cette réforme injuste et inhumaine. Donc pour en revenir à la question initiale, vous admettrez que la contestation se poursuive? Ah mais bien sûr, tant que les gens veulent s'exprimer, qu'ils le fassent dans le cadre de la loi et sans aucune violence, et j'insiste bien là-dessus, tant que M. Darmanin joue son rôle à la fois d'autoriser les manifestations légales et pacifiques et en même temps d'arrêter les Black Blocs, eh bien oui, évidemment. Cette réforme ne peut pas passer, elle ne doit pas passer, les Français n'en veulent pas, 9 actifs sur 10 n'en veulent pas, l'Assemblée nationale n'en veut pas. Il y a un moment, il faut écouter la démocratie, ce pays ne peut pas être gouverné contre le peuple. Et pourtant, hier soir, Emmanuel Macron a dit souhaiter que la réforme puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous. Que dites-vous? On a tous eu, je crois, lors des repas de famille, ce petit gamin de 5 ans qui avait cassé son jouet et qui voulait absolument, qui s'y agrippait, qui hurlait, qui n'entendait pas raison. C'est un peu la définition d'Emmanuel Macron. Comme un gamin de 5 ans? Oui, il a pondu une réforme immature, illogique, mal fagotée et injuste. Et alors que tout le monde lui dit que cette réforme n'est pas bonne, même ceux d'ailleurs qui voudraient un durcissement des règles, il s'y agrippe, c'est son totem, c'est son doudou. Il veut aller jusqu'au bout, bouffi d'orgueil probablement, et absent dans son esprit, avec l'absence dans son esprit du sens de l'intérêt général. Ce président de la République s'est emmuré lui-même dans la forteresse qu'il a construite. Il est isolé, seul, avec un gouvernement à la botte, avec d'ailleurs des personnalités assez faibles qui supportent les dictats quotidiens du président et puis avec un reniement du Parlement. Tout ça ne peut pas durer bien longtemps. Il y a quand même eu un vote au Sénat, 2 votes au Sénat. Un vote sur le texte, un vote sur le texte issu des conclusions de la commission mixte paritaire. Oui, au Sénat, avec des sénateurs LR qui sont plus macronistes que Macron lui-même, qui ont fait du fait d'aller à la soupe une espèce de doctrine. Je crois qu'ils sont très décalés de leur électorat et que si aujourd'hui la candidate à la présidentielle des LR a fait 4%, c'est parce qu'ils ont trahi à peu près toute leur doctrine et tout ce en quoi ils croyaient. Il doit s'adresser aux Français, Emmanuel Macron. Écoutez, en tout cas, il les évite pour l'instant, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a une réforme qui est quand même majeure, ce système social qui tenait, qui était un ciment en France et une fraternité en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a voulu le casser sans parler aux Français. On a l'impression qu'il est plus prompt à faire des voyages internationaux, à se retrancher derrière des discours parfois insipides que de parler du fond. On verra bien s'il a le courage. Donc vous demandez de parler ?
écoutez, cette semaine. S'il a un brin de courage, qu'il regarde les Français dans les yeux et qu'il leur explique pourquoi il veut cette réforme. Cette réforme qui aujourd'hui n'a plus aucun sens, même budgétaire, qui n'a aucun sens social, qui n'a aucun sens. Pourquoi elle n'a plus aucun sens budgétaire selon vous? Il y a eu tellement de concessions de fait qu'elle ne fera même pas d'économie. Et puis vous savez, depuis le début, pas trop, mais non, parce que cette réforme ne devrait même pas avoir lieu. Mais depuis le début, c'est un non-sens. Vous savez, quand un Français sur deux arrive à la retraite, soit malade, soit chômeur, les économies faites dans les caisses de retraite demain seront des surcoûts dans les caisses chômage. Je veux dire, un enfant de 5 ans, là pour le coup, pourrait le comprendre. Donc, il est entêté, il n'écoute personne, il serait temps qu'il parle aux Français, oui, peut-être. Vous trouvez qu'il n'a pas fait justement de concessions? Il est passé de 65 à 64. Mais c'était le cas depuis le début. Ça, c'est ces fausses concessions, vous savez. C'est des négociations de marchands de tapis. On sait qu'on veut vendre le tapis 100, on commence à 500 pour faire croire au client qu'on lui a donné quelque chose. Là, il est parti de 65 ans pour faire plaisir au LR. Il a abandonné à 64, mais ça reste 2 ans de trop, 2 ans inutiles, 2 ans où beaucoup de gens ne seront pas à la retraite, mais seront chômeurs. Tout cela n'a aucun sens. Bruno Le Maire dit qu'il y a 7 milliards de mesures sociales. C'est 40% de ce que rapporte la réforme. Bruno Le Maire, l'homme qui a amené la France à 3 000 milliards de dettes, l'homme qui a laissé faire un déficit commercial de 170 milliards. La France à 3 000 milliards de dettes. Non, mais ils ont bien augmenté puisqu'ils ont pris la France, elle était à 2 milliards de dettes. Vous voyez, non 2000. Je crois que 2000 milliards, pardon, merci de me corriger. Non, monsieur Bruno Le Maire n'est plus un interlocuteur crédible, je veux dire, on le voit bien, il ment presque autant que monsieur Véran maintenant, c'est vous dire. Si la motion de censure est votée, qu'est-ce qui se passe? Parce que le but d'une motion de censure, c'est quand même de créer une majorité alternative. Vous n'arrêtez pas de fustiger... Alors, pas du tout. Vous n'arrêtez pas de fustiger la NUPES. Vous allez gouverner avec eux? Non, mais si je peux me permettre, ça c'est le storytelling, pour employer un terme anglais, du gouvernement. S'il y a motion de censure, il faut une majorité de repli, pas du tout. L'Assemblée nationale, a priori, reste la même. Il faut un nouveau gouvernement. Mais ça ne veut pas dire un nouveau gouvernement ça veut pris dire dans que l'opposition. la motion de censure propose une alternative à un nouveau Pas du tout, gouvernement. c'est pas le rôle d'une motion de censure. La motion de censure, elle dit 2 choses. Le projet de loi, on n'en veut pas. Elisabeth Borne, c'est fini. C'est tout. Mais ce n'est pas une alliance entre les partis de l'opposition pour faire un projet de gouvernement. Mais nous, qu'est-ce que vous souhaitez comme majorité derrière si la motion de censure passe? Mais ça, je ne suis pas président de la République, donc ce sera à lui de choisir. Peut-être choisir des ministres plus compétents, moins doctrinaires, moins sectaires et un peu plus ouverts au dialogue. Est-ce que vous souhaitez une dissolution? Parce que c'est pas automatique. Est-ce que vous souhaitez une dissolution si la motion de censure passe? Mais alors, on ne la craint pas une seconde. Vous ne la craignez pas, on a compris, mais est-ce que vous la souhaitez? Mais écoutez, moi, tout ce qui peut faire en sorte que le Rassemblement national soit majoritaire dans le pays me fera plaisir. Mais une fois encore, c'est pas à nous. Pour vous, c'est la dissolution, le Rassemblement national soit majoritaire. C'est pas à nous de décider ça. Simplement que Monsieur le Président de la République sache que pour nous, c'est pas une menace, que pour nous, c'est pas une crainte. Nous sommes prêts, nos candidats sont prêts, leurs suppléants sont prêts, les mandataires financiers, directeurs de campagne sont prêts. Donc si demain il y a dissolution, on sera sur le terrain et croyez-moi, on arrivera beaucoup plus nombreux à l'Assemblée nationale. Avec le danger d'une faible participation? Oui, il y a ce danger, vous avez raison de le dire. D'abord parce que ça changerait le cadencement des élections, et puis parce que beaucoup de partis politiques ont montré un visage qui peut faire peur aux électeurs. Les électeurs de gauche, demain, voudront-ils aller voter pour des clowns qui mettent le bazar à l'Assemblée nationale et qui sont incapables de proposer des amendements à peu près rédigés? Je pense à la NUPES. Vous votez avec eux cet après-midi, Laurent Jacques-Bély? C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Nous ne votons pas avec eux, nous votons contre le gouvernement. Je vais vous dire, un bulletin de vote... Mais de facto avec eux. Mais non, un bulletin... Oui, d'accord, mais et alors? Et alors? Je veux dire, quand on va voter pour ou contre la motion de censure cet après-midi, il n'y aura pas marqué sur le bulletin, attention, ils votent avec la NUPES. Il n'y a pas une once de NUPES en moi. Mais c'est une motion de censure signée par la NUPES que vous avez votée. Et alors, le but, c'est pas d'être sectaire, c'est pas de défendre son petit précaré, de ne croire que les adhérents du Rassemblement national ont raison sur tout. L'idée est de dire non à Madame Borne, non au gouvernement. Il y a un moyen, il y a un outil qui est la motion de censure. Eh bien, nous la voterons. Vous savez, il m'est déjà arrivé de voter des amendements proposés par la NUPES. Ce qui est grave, c'est que eux refusent de voter quoi que ce soit à partir du moment où il y a le non-Rassemblement national. Ça, c'est du sectarisme. Ça, c'est, j'allais dire, une espèce de frein à la démocratie. Et c'est pour ça que ces gens qui s'estiment de gauche, qui se déclarent de gauche, n'ont pas voté la motion référendaire, ont fait en sorte qu'on n'a pas pu débattre de la réforme des retraites. Ils sont finalement les complices d'Emmanuel Macron par leur sectarisme. Est-ce que vous souhaitez que Marine Le Pen soit Première ministre?
Alors écoutez, moi je me bats depuis que je suis au Rassemblement national pour que Marine Le Pen soit présidente de la République. Je pense que c'est son rôle. Je pense que c'est ce que les Français attendent. Ils l'ont identifiée comme première opposante. Elle est une des personnalités politiques préférées des Français. Je crois qu'elle sort de cette crise de la réforme des retraites renforcée, puisqu'elle est la seule dont l'image s'est améliorée et dont les Français se disent elle peut nous défendre. Alors je pense que, si je peux me permettre, et c'est à elle de décider, mais qu'elle se concentre au rôle de présidente de la République. Si jamais nous gagnons les législatives, si jamais il y a des solutions, vous savez, il y a plein de talents chez nous et il y aura d'autres premiers ministres possibles. Oh mon Dieu, c'est gentil, mais... Derrière cette réponse, on croit comprendre que vous ne voulez gouverner avec personne d'autre que le Rassemblement national. Alors vous m'avez mal compris. Ou je me suis mal exprimé. Si nous nous appelons rassemblement, c'est que nous voulons rassembler tous ceux qui partagent cet amour de la France, tous ceux qui croient que produire en France, c'est mieux que d'importer de Chine, tous ceux qui croient que la priorité nationale, c'est-à-dire aider nos compatriotes français, c'est mieux que la préférence étrangère qui accueille, héberge, donne des allocations en priorité aux étrangers. Tous ceux qui croient que la sécurité est la première des libertés, tous ceux qui croient que la libre entreprise ne va pas, ne se conjugue pas avec le matraquage fiscal. Tout cela, eh bien, nous avons vocation à gouverner ensemble. Donc non, ce serait un gouvernement plus large que nous envisageons. Un mot, puisque Aurélien Pradi annonce qu'il votera la motion de censure transpartisane cet après-midi à l'Assemblée nationale. Quelle est votre réaction ? Mais je suis très heureux. Chaque voix est une bonne nouvelle. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Certains se sont prononcés, d'autres ne se prononcent pas. Nous, ce que nous voulons, c'est que cette motion de censure passe et que tous les courageux, tous les gens de conviction puissent se retrouver au dehors des clivages politiques, parce qu'une fois encore, on n'est pas là pour dire on va faire un gouvernement NUPES, LR Frondeur, Rassemblement National. C'est pas du tout l'idée. On est juste là pour dire Madame Borne, faites vos valises et dans vos valises, mettez cette réforme des retraites. Les parlementaires de gauche ont lancé la procédure pour un RIP. Est-ce que vous soutenez cette procédure ? Est-ce que vous appelez les Français à signer ? Si l'hypocrisie avait un nom politique, elle s'appellerait NUPES. Je crois que ces NUPES qui ont refusé de voter la motion référendaire que Marine Le Pen a proposée juste parce qu'elle venait de notre camp sont des tartuffes. C'est-à-dire qu'alors que l'Assemblée nationale pouvait avoir une majorité pour dire oui, les Français doivent voter par référendum pour ou contre la réforme des retraites, ils se sont défilés, ils sont allés à la buvette. Eh bien, aujourd'hui, ils nous disent qu'il va falloir que 4,8 millions de Français signent un papier pour faire un référendum. Moi, j'espère que ça arrivera au bout, mais honnêtement, c'est quand même pas la voie la plus simple. Une fois encore, leur sectarisme les stérilise complètement et les décrédibilise, pardon. Vous pensez que le Conseil constitutionnel va censurer ce texte ? Je ne sais pas, il y a des choses étranges dans ce texte. Le CDI senior, par exemple, qu'est-ce qu'il vient faire dans une loi de finances rectificative sociale ? Tout cela est étrange, ça a été rafistolé. Et puis, est-ce qu'une réforme des retraites qui va engager notre France pour des dizaines d'années peut-être, qui change profondément notre modèle social, est simplement un appendice à la loi sur la sécurité sociale votée en urgence avant l'été ? Je ne suis pas sûr, donc on verra bien, mais c'est en tout cas probablement une piste qu'il faut tenter aussi. Nous évoquions la rue tout à l'heure. Ce week-end, la permanence parlementaire d'Éric Ciotti, président des Républicains, que vous appelez à vous rejoindre, a été vandalisée dans sa circonscription. Vous cautionnez ? Bien sûr que non, c'est un scandale. Il faut que chaque parlementaire, et j'allais dire chaque personne engagée en politique, puisse le faire librement, sans violence, sans attaque. Ce sont des faits condamnables, ils doivent être condamnés, il faut retrouver les responsables et les arrêter. Je crois que le débat doit être un débat d'idées, il doit se faire à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il doit se faire sur les plateaux de télévision dans les débats, dans les réunions publiques, mais sûrement pas à coup de caillassage contre des députés, c'est une évidence. À l'aune de ces événements contre des élus, la présidente de l'Assemblée nationale dit trouver la démocratie malade. En tout cas, la démocratie ne va pas bien, dit-elle. Vous partagez cette analyse ? Oui, c'est étonnant que ceux qui l'ont rendue malade s'en étonnent, mais oui, c'est vrai, elle va pas bien. Quand je vois à l'Assemblée nationale des députés devenus des députés racailles, menacés, invectivés, comme ceux de la NUPES, qui appellent en permanence à l'insurrection. Vous êtes menacé vous-même, ça vous arrive ? Vous savez, quand on est député ou militant du Rassemblement national, malheureusement, on reçoit souvent sur les réseaux sociaux des messages peu chaleureux, mais vous savez, qui ne font que l'écho, d'ailleurs, à certains hommes politiques et certains même journalistes, et je ne vous vise pas du tout, qui nous identifient à l'extrême droite, qui disent que nous sommes porteurs de tous les maux de la société. Alors forcément, chez des esprits un peu fragiles, ça crée des idées. De même que la violence de la NUPES, chez les plus radicaux, crée une espèce
de légitimité. Ils se sentent adoubés par ces députés violents et hurleurs. Mais une fois encore, la violence, elle est très partagée. Il y a aussi la violence du gouvernement qui fait passer de force un certain nombre de lois, qui méprise, qui ignore, qui détourne la tête de la misère de certains Français. Ce gouvernement qui est autosatisfait de voir les Français lutter contre une inflation galopante, des Français qui doivent subir un plein d'essence avec le litre à 2 euros, qui ont du mal parfois à se loger, à se chauffer, à se nourrir, et qui dit « nous, on fait tout bien ». On est parfait, on est les meilleurs élèves de l'Europe. De quoi vous plaignez-vous? Cette violence, elle est permanente. Elle attaque notre régime parlementaire. C'est clair, oui. Elle le rend plus faible. Il faut le renforcer par les convictions, par la foi des convictions, l'honnêteté et le respect de la parole donnée. Mais il y a des manifestations qu'on a vues tout le week-end, un peu tout le week-end dans plusieurs villes de France. Est-ce que vous encouragez ces manifestations spontanées? Oui, pourquoi pas. Du moment qu'elles se fassent, une fois encore, dans la paix civile, dans le respect des règles. Mais comprenez un Français qui veut s'exprimer aujourd'hui. Quand il voit que son vote est bafoué, quand il voit parfois qu'il a voté pour un député d'opposition qui se retrouve à soutenir la majorité, quand il voit qu'il a voté pour un député dit de gauche qui passe son temps à faire le cirque à l'Assemblée nationale, quand il voit que sa parole n'est plus entendue, eh bien, il cherche un autre moyen d'expression. Vous savez, la démocratie, c'est comme une rivière. Vous mettez un barrage, elle contourne, elle passe par là où elle peut. En revanche, il y a des limites à cela. La première, c'est le respect de la loi. Le deuxième, c'est la violence. Il faut absolument éviter et condamner toute violence. Si ça se fait pacifiquement, pourquoi pas ? Est-ce que vous demandez aux enseignants de ne pas perturber le début des épreuves du bac cette année? Oui, ça fait partie des limites. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui vont subir de plein fouet tous les maux qu'on a déjà décrits, qui vont subir cette réforme des retraites. Il ne faut pas leur infliger la double peine. Il faut laisser le bac se faire tranquillement. Ces pauvres jeunes à qui on annonce déjà qu'ils n'auront pas de retraite, si en plus ils ne peuvent pas passer leur bac, il faut penser à leur avenir. Pour les hôpitaux, pour un certain nombre de transports d'urgence, il faut maintenir un minimum de services publics. Naturellement, spontanément, je pense que tous ceux qui font grève s'honoreraient à avoir ça en tête. Dernière question, Fabrice. Oui, après la réforme des retraites, Emmanuel Macron semble déterminé à s'attaquer à la question de l'immigration. Sujet qui vous intéresse pleinement. Est-ce que vous y voyez un signe à destination de votre électorat? Oh non, je ne crois pas, vu les premiers indices que nous avons sur cette réforme. Une nouvelle filière de migration ouverte, celle des travailleurs en tension, enfin des travaux en tension, où on dit à la terre entière, bah voilà, vous savez, nous on pense que les Français sont feignants, alors venez travailler à leur place. C'est complètement aberrant. C'est ce que dit le gouvernement. Bon, c'est un peu ce que dit le gouvernement, c'est complètement aberrant. Quand il y a 5,4 millions de chômeurs, toutes catégories confondues en France. Le problème, pourquoi on ne trouve pas de monde dans la restauration, dans le bâtiment? Parce que ce sont des métiers durs et que les salaires ne correspondent pas à la dureté du métier. Ce que veut faire cette réforme sur l'immigration, c'est de dire, bah nous on accepte qu'il y ait des esclaves modernes qui viennent du bout du monde parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils viennent même illégalement, c'est pas grave, on les régularisera, mais ils auront le salaire minimum. C'est en fait un moyen de tirer le salaire vers le bas. En Angleterre, au Royaume-Uni, il y avait une tension dans les métiers de la restauration. Les gouvernements qui sont succédés depuis quelques années ont durci les règles d'immigration et d'immigration de travail. Qu'est-ce qui s'est passé? La restauration a eu besoin de main-d'œuvre, elle a augmenté les salaires et ce sont des Britanniques qui occupent les postes. Voilà un modèle à suivre plutôt que celui de l'immigrationnisme échevelé qui amène au chaos sécuritaire, au chaos culturel et au chaos social. Merci. Mais du coup, vous lui demandez de le retirer, cette réforme? Vous lui demandez Emmanuel Macron de la retirer? Je vais vous dire, je lui demande de lire le programme de Marine Le Pen et le projet d'immigration que nous avions, que nous voulons porter en référendum aux Français. Il y a tout dedans. Refonte du droit du sol, refonte du regroupement familial, fin des allocations pour les étrangers. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qu'il s'en inspire. Merci Laurent Jacobelli. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Fabrice. À la semaine prochaine. On passe au Club des Territoires.